au moment où la vie politique nationale entre dans une nouvelle période d'emballement électoral, deux faits majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il rate la nature de personnalité dont on sait qu'elles sont pour lesquelles inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité. Moi, je perçois la trahison, c'est un ensemble de comportements interprétés comme tels. Ça veut dire quoi? Par exemple, la transhumance, le fait de changer de camp ou bien de parti. Donc, vous étiez au SIA, au parti RDPC, ou bien vous étiez très critique, par exemple. C'est le fait de changer de discours. Oui. Vous étiez très critique, par exemple, vous devenez très laudateur du système. Vous étiez très laudateur du système, vous devenez très critique. C'est aussi ça la trahison. La trahison, c'est le fait même d'aller à l'encontre des directives du parti parfois. Regardez ce qui s'est passé avec des figures telles que Michel Ndoki et consorts. Ça commence par le fait que le parti dit que voilà ce qu'on va faire. On a commencé à accuser les Ndjamen, etc. de trahison. Quand on a dit on ne pas poser l'élection, les gars ont dit que on ne comprend pas. Nous, on voulait les élections. Donc, cette dissension dans la démarche du parti peut également être qualifiée de trahison. C'est pour cela que le SDF avait mis sur pied le 8-2. On disait que le 8-2 était sanctionner les comportements anti-parti. C'est-à-dire que quand vous faites une sortie de rang par rapport aux objectifs, aux orientations, aux options du parti, on suppose que vous êtes un traître, on vous coupe la tête. L'autre trahison peut également être des simples fréquentations. Donc vous êtes là, vous dites que vous êtes opposant. Vous voyez tout le ramdam qu'il y a eu lorsqu'on a vu la voiture de Kamto, de Maurice Kamto dévoté. La photo a fuité. Et ceux qui ont fait cette photo-là, ils l'ont fait fuiter, ils ne l'ont pas fait par hasard. Donc du coup, quand vous êtes un opposant dit radical, après on vous voit vous saluer. On a vu la photo de Cabral avec les Grégoire Ouna et consorts lors du contentieux électoral. On interprète. Ça peut également être ces fréquentations-là. Mais le traître le plus préoccupant, c'est la figure de l'indique. C'est-à-dire celui qui est dans le parti, qui écoute, qui épie et tout pour rendre compte au camp et rapporte au camp d'en face. C'est cette image. Donc, cela a souvent conduit à des gens à considérer que Maïmati, par exemple, c'était un indique de l'administration auprès de Oumniobé. Tout comme il y a un ensemble
d'acteurs qui avaient été soupçonnés d'être des indiques, les Wungli Massaga et consorts. Et quand Abel et Inga vous décrit la section UPC de Paris, il dit que c'était un nid d'indiques. Ils tenaient des réunions et l'administration française, les renseignements généraux étaient au courant minute par minute. Je voulais justement poser la question, Moussa Njoya. Est-ce qu'on peut identifier des cas célèbres de figures politiques considérées comme des traîtres au Cameroun, mais également l'impact que leurs actions ont eu sur les différentes formations politiques? Oui, mais comme je vous l'ai dit, le statut, la situation elle est discutable. Si vous prenez la relation entre Njoya et Douala Mangabel, les uns vont dire Njoya a trahi Douala Mangabel, d'autres historiens vont vous dire qu'il n'y a pas eu de trahison parce que Njoya avait juste fait comprendre à Douala Mangabel qui lui avait envoyé un émissaire même allemand pour lui dire que non, nous ne sommes pas assez forts pour nous battre contre cela. Et nous n'avons pas les moyens, il faudrait qu'on soit beaucoup plus retenu et stratégique dans notre volonté de nous soustraire à la domination occidentale. Vous prenez le cas de Martin Paul Samba. Les gens vous disent que non, Martin Paul Samba a quand même été officier dans l'armée allemande. Et il commence à se plaindre seulement lorsqu'on commence à arracher ses plantations. Vous voyez un peu. Et violenter les populations. Donc là, il est traître vis-à-vis de l'autorité allemande. Vous revenez plus tard, Maï Matip. Maï Matip dit, lui, il n'a pas trahi. Et il s'est rallié parce qu'on accuse surtout Maï Matip parce que dès le lendemain de la mort de il s'est rallié au gouvernement. Il a participé aux élections législatives. Il a été vice-président de l'Assemblée. Il a été vice-président de l'Assemblée. Lui dit, il le faisait parce qu'il voulait protéger les siens. Et il faut qu'on se dise la vérité. La mort de a été perçue dans bien de localités telles qu'à Macaï comme un soulagement. Les populations ont même fêté, ont dansé. Oui, quand on leur a appris, il y avait un chef là qu'on appelait Makon Mabikat qui a célébré, qui a organisé des agapes quand Oum est mort. Parce que les populations, dans une large mesure, disaient qu'elles en avaient marre de cette guerre-là. Qu'elles ne comprenaient même pas très bien les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, quand on nous dit que non, la zone par exemple du New-Ekili, la grande Sanaga maritime de l'époque, tout le monde a tendance à dire que non, vraiment, mon père, grand-père était Makizaka, il veut dire des lauriers politiques et tout. Ils ne veulent pas dire qu'il y avait plus de collabos, plus de Maïmatip que de Oumniobé qui était une exception dans sa localité. Okay. Tout comme Moumi était une exception dans la localité chez les Bamouans. Donc, vous avez les Osende, Afana, etc. Beaucoup sont morts comme ça là parce qu'ils ont été trahis par les leurs. Donc, vous avez ces figures majeures là. On arrive dans les années 90. Il y a les figures telles que celle de Augustin Frédéric Kodok, oui. Dakoli Daïsala, Anta Gassagaï, non, Issa Chiroma et Mohamedou Mustafa d'abord. Bello c'est en 97. Qui vont trahir en quittant un bord pour l'autre. Mais du côté du pouvoir aussi, eux aussi, ils ont leur traître comme ils estiment. John Goufoncha qui démissionne du RDPC de l'Assemblée nationale. Vous avez même les Salomon Tandamouna qui quitte le navire et commence plus ou moins à soutenir la cause anglophone. Notamment parce que le Cameroun voulait adhérer au Commonwealth. Il dit non, le Cameroun ne fait pas. Vous avez des gens tels que Jean-Jacques Kindi qui quittent le RDPC pour devenir chasseur de lions. Président de la toute puissante section Vouri de l'époque. Et bien d'autres au cadre du RDPC qui vont quitter, même le gouverneur Montfort, qui était gouverneur à l'Est, qui va démissionner de son poste de gouverneur pour plus ou moins rejoindre l'opposition en disant que Paul Biya n'a pas gagné les élections, etc. Donc eux aussi, il y a... Donc c'est une... Albert Zongan fait partie. Non, Albert Zongan c'est après, qui va partir du RDPC. Il a été député justement en 1992. Lors du scrutin du 1er mars 1992, il est élu député. Donc vous avez cette valse-là. Même Frounge, quelque part, conseiller quand il était Frounge était au RDPC. Oui. Il est battu à la section par Achidi Achou. Section Mézam. Il devient leader d'opposition, etc. Donc c'est un contexte global où on accuse les uns et les autres de trahison. Après, il y a même eu le moment de la tripartite même. Oui. Où Ndam Njoya est accusé par... et Flambon Gaya, Ndamjoya, Samuel Lebois, etc., sont accusés par d'autres membres de la coordination de l'opposition, les Fundi, les Aminim Bioleux et consorts, d'être des traîtres pour avoir non seulement participé à la tripartite, mais pour avoir signé la déclaration du 13 novembre 1991 qui levait les villes mortes. Alors que les Mbouamassok, qui est l'inventeur des villes mortes, en avril 1991, eux étaient à Douala.
Et ne voulaient pas lever les villes mortes. Ça a créé des sanctions. À l'époque, la presse avait titré pour une poignée de dollars. On a mis la photo de Flambeau Ngaya, Ndam Joya et Samuel Lebois. On les accusait d'avoir trahi le peuple. D'où la sortie plus tard de la période de Mbanga, qui estime qu'il s'est battu. On l'a trahi. Vaut mieux lui, il soutient. Le gouvernement il a commencé à marcher main dans la main avec Fouchivé. On a fait le lyncher ici là, à l'ancienne Citabac. Bonakwama. Là, on appelle Mobile Bonakwama. Là, il y a Bénéficial là. Sans publicité. Ces bâtiments-là avaient été totalement cabossés, etc. On a brûlé sa voiture, on a brûlé son snack à Banga et tout et tout. Donc, vous aviez cette ambiance globale où on supposait même qu'il y a même des ethnies, des traîtres. On estimait que il y a les ennemis de la maison. Dès que vous appartenez à une ethnie, vous êtes forcément un traître. Vous avez d'un côté, dans l'opposition, on supposait que tous les bêtis là qui venaient là, ils sont opposants le jour, mais la nuit, ils sont de l'autre côté. D'où la titrade d'un fameux Benjamin Zébazé qui va dire la bêtise des bêtis. Challenge Hebdo. Challenge Hebdo à l'époque.